Je m'appelle Françoise. J'ai 72 ans et je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais confié à personne. Mon fils, mon unique enfant, m'a volé. Il m'a volé 5 000 euros. Mais ce n'est pas le vol l'argent qui m'a le plus blessée. L'argent, ce n'est que du papier. Non, le pire, c'est qu'après m'avoir volé, il m'a jeté hors de ma propre maison. Pour cet argent, Pascal m'a traité comme une vieille chose inutile, une chose encombrante dont il fallait se débarrasser. Et toute cette tragédie, tout ce malheur, a commencé par un simple ticket de loto, un mardi soir d'octobre. Avant ce jour, ma vie était simple. Réglée peut-être un peu triste, mais paisible. Je vis à Laval, en Mayenne. Pas la grande ville, juste ce qu'il faut. J'habite le même pavillon depuis 1968. Une petite maison en crépi beige avec un petit jardin que mon pauvre Robert, mon mari, adorait. Il est parti il y a 8 ans d'une mauvaise chute. Il avait travaillé toute sa vie à l'usine Lactalis, juste à la sortie de la ville. Moi, j'étais employée à la mairie aux archives. J'ai classé des dossiers pendant 40 ans. Depuis que Robert n'est plus là, les journées se ressemblent. Je me lève tôt, je prends mon café en écoutant la radio. Je m'occupe de mes rosiers qui sont ma fierté. Le samedi, c'est le marché sur la place de la Trémoille. J'achète mon poulet rôti, mes légumes. Je n'ai qu'une petite retraite, mais ça me suffit. Je n'ai jamais eu besoin de grand-chose. Mon seul souci, c'était Pascal, mon fils, 45 ans. Il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Des petits boulots, de longues périodes de chômage. Il disait que le système était contre lui. Il s'est marié avec Sandrine, une femme que je n'ai jamais vraiment appréciée. Elle a le regard dur, Sandrine. Elle fait des ménages par-ci par-là quand elle en a envie. Ils n'arrivaient pas à payer leur loyer dans leur petit appartement du quartier des Fourches. Alors, il y a 5 ans, j'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Je leur ai dit « Venez à la maison. C'est trop grand pour moi toute seule. Vous prendrez la chambre d'amis et vous m'aiderez pour les grosses courses et le jardin. » Ils sont venus et ils sont restés. La vérité, c'est que ce sont eux qui me coûtaient cher. C'est moi qui payais la taxe foncière, l'électricité, le fioul pour la chaudière. C'est moi qui remplissais le frigo. Pascal tondait la pelouse, oui, mais en soupirant comme si je lui demandais la lune. Et Sandrine critiquait ma décoration, mes vieilles casseroles. Franchement, Françoise, ce buffet en formica, c'est d'un triste. Je ne disais rien. C'était mon fils après tout. Je me disais qu'il fallait être patiente, qu'il allait bien finir par trouver un travail stable. Mon seul petit plaisir, ma seule folie, c'était le loto. Chaque mardi et chaque vendredi, je passais au tabac-presse de la rue de la Paix chez Monsieur Mercier. Je jouais toujours les mêmes numéros. La date de naissance de Robert, celle de Pascal et notre date de mariage. Une grille à 2,50 €. C'était mon petit rituel, mon petit rêve secret. Comme ma vue baisse surtout pour lire les petits caractères sur ces machines modernes, je donnais toujours mon ticket à Pascal le lendemain. Tiens, mon grand, va donc vérifier ça au tabac quand tu iras chercher ton journal. J'y vois mal. Il haussait les épaules, prenait le ticket, et voilà. La plupart du temps, il ne gagnait rien. Parfois, il me ramenait 5 €. Et puis, il y a eu ce fameux mardi. Un mardi d'octobre, gris pluvieux. Le genre de temps qui vous donne le bourdon. J'avais acheté mon ticket comme d'habitude. Le soir, j'étais dans mon fauteuil, avec une tisane. Je regardais le tirage à la télévision.
J'ai vu la première boule. Le 12, mon numéro. La deuxième le 25, mon numéro. La troisième le 34, le 41, le 47. Je n'y croyais pas. J'ai attrapé mon ticket sur la table du salon. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli renverser ma tisane. Je les ai vérifiées. Une fois, 2 fois. Pascal, Pascal, j'ai crié. Viens voir. Je crois que j'ai gagné. Il est descendu de sa chambre, entraînant les pieds, l'air agacé. Sandrine était derrière lui. Quoi encore, maman, tu vas nous faire une crise cardiaque? Les numéros, ce sont mes numéros, tous regardent. Il m'a arraché le ticket des mains. Il l'a regardé, puis il a regardé l'écran de télévision. Je n'ai pas su lire son expression. C'était vide. « Laisse-moi voir », ça a-t-il dit d'une voix soudainement plate. « Tu t'embrouilles comme d'habitude. Tu as du mal lire. »« Mais non, Pascal, je suis sûre. On verra demain », a-t-il dit en pliant le ticket et en le mettant dans la poche de son jean. Je passerai au tabac. Sandrine n'a pas dit un mot. Elle le regardait lui. Ils ont échangé un regard que je n'ai pas compris. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout ce que je pourrais faire. Réparer le toit enfin. Changer cette vieille chaudière. Et puis gâter Pascal, bien sûr. Lui acheter une voiture, l'aider à démarrer quelque chose. Je m'imaginais déjà lui signer un chèque. Le lendemain matin, je l'attendais dans la cuisine. Il est parti au tabac vers 10 heures. Quand il est revenu 1 heure plus tard, il avait l'air fatigué. Il a jeté un billet de 10 € sur la toile cirée. « T'as gagné 10 €, maman. T'as rêvé. C'était le numéro chance. » Mon cœur s'est serré. J'étais si sûre. « Tu es certain, Pascal, tu as bien fait vérifier. »« Mais oui, la machine l'a dit 10 €, t'es contente. Tu vois bien que tu vieillis, tu t'imagines des choses. » Je me suis sentie si stupide, si honteuse. J'ai baissé la tête et j'ai ramassé le billet. « Oui, tu as raison. Pardon de t'avoir dérangé. » Mais quelque chose avait changé. Le silence dans la maison était devenu lourd. 2 semaines ont passé. Un matin, une voiture neuve, une grosse berline allemande, était garée dans mon allée. Pascal est sorti fier comme un paon. « Alors, maman, belle bête, non. »« Pascal, où as-tu eu l'argent pour ça ?»« J'ai eu un coup de chance, a-t-il dit évasif. Un pari en ligne. Un petit gain. » Le lendemain, c'était une télévision immense qui était livrée. Puis Sandrine est revenue des boutiques du centre-ville, les bras chargés de sacs de marque que je n'avais jamais vus qu'à la télé. J'avais un mauvais pressentiment. Un nœud dans l'estomac qui ne partait pas. Le déclic s'est fait un jeudi. Pascal avait laissé traîner son courrier sur la table de la cuisine. D'habitude, je n'y touche pas. Mais une enveloppe de la banque ouverte dépassait. J'ai vu une ligne, une seule. Virement de la Française des Jeux en date du suivi d'un montant. Mes yeux se sont brouillés, Scacamilour. Le virement était au seul nom de Pascal Martin. Le sang a quitté mon visage. C'était mon ticket. C'était mon argent. J'ai attendu qu'il rentre le relevé de banque à la main. Sandrine était avec lui. Il riait. « Pascal, j'ai dit, » et ma voix tremblait à peine. J'étais glacée. Il a vu le papier dans ma main. Son sourire s'est effacé. « C'est mon ticket, n'est-ce pas? Les 680 000 €. C'est le gain du loto. » Il n'a même pas essayé de nier. Pas cette fois. Il a croisé les bras. Et alors? C'est mon argent, Pascal. C'est moi qui ai payé le ticket. Ce sont mes numéros. C'est Sandrine qui a parlé en premier. Un petit rire sec méchant. Ah, la bonne blague. C'est Pascal qui avait le ticket.
C'est Pascal qui l'a fait valider. L'argent est sur son compte, pas le tien. Mais c'est du vol, j'ai crié les larmes montant. Pascal, dis-lui que c'est mon ticket. Il m'a regardé. Et là j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu, du mépris, froidure. Écoute-moi bien, maman, a-t-il dit en s'approchant de moi. Cet argent, c'est le nôtre maintenant, celui de Sandrine et le mien. On l'a mérité après toutes ces années de galère. Toi, t'as ta retraite, t'as ta maison, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça, a répété Sandrine comme un écho. J'ai besoin de faire réparer le toit, j'ai murmuré abasourdi. Le toit. On s'en fout de ton toit, a lancé Pascal. Justement, on en a marre de ce vieux pavillon qui sent le renfermer. On va s'acheter une villa, une vraie avec une piscine. Et toi, tu commences sérieusement à nous coûter cher. Le choc m'a cloué sur place. Je vous coûte cher. Mais c'est chez moi, c'est moi qui paye tout. Justement, a dit Pascal. Son ton était devenu glacial. C'est fini tout ça. C'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui décidons. On va vendre cette ruine. Vous ne pouvez pas. C'est ma maison. On verra bien, a ricané Sandrine. À partir de ce jour, ma vie est devenue un enfer. Ils ne se cachaient même plus. Ils organisaient des fêtes dans mon salon. Ils buvaient du champagne, laissaient traîner les bouteilles vides. La musique à fond jusqu'à 2 heures du matin. Quand je leur demandais de baisser, Pascal me répondait « Si t'es pas contente, tu vas dans ta chambre la vieille ». Ils ont commencé à me traiter comme une domestique. Françoise, fais-nous un café. Françoise, t'as pas fait la vaisselle. Puis un soir, ils sont allés plus loin. J'étais dans ma chambre, celle où j'avais dormi avec Robert pendant 40 ans. Pascal a ouvert la porte sans frapper. « On a besoin de cette pièce, a-t-il dit. C'est la plus grande. On va en faire un bureau pour nos affaires. Toi, tu vas prendre la petite chambre d'amis. La chambre d'amis. Mais c'est un débarras. Tu t'en contenteras. » Ils ont sorti mes affaires. Mes photos de mariage, les vêtements de Robert que j'avais gardés. Ils ont tout mis en vrac dans des sacs poubelles et les ont jetés dans la petite chambre. J'ai dû dormir sur le vieux lit pliant. L'humiliation était totale. Je pleurais toutes les nuits en silence dans ce réduit froid. L'escalade finale a eu lieu 1 semaine plus tard. Ils sont revenus visiblement excités. Sandrine tenait une brochure. « Maman, a dit Pascal, avec un faux air mielleux que je ne lui connaissais pas. On a trouvé une solution pour toi. C'est formidable. Une résidence senior les Glycines. C'est tout neuf à la sortie de Laval. Tu auras une petite chambre des activités, tu seras avec des gens de ton âge. Je ne veux pas aller en maison de retraite, j'ai dit la gorge nouée. Je veux rester chez moi. » Le visage de Pascal s'est durci. On t'a dit qu'on vendait. Tu comprends pas le français. La maison, elle est en vente. On a signé avec une agence. Vous n'avez pas le droit. J'ai l'usufruit de la part de votre père. L'usufruit. On s'arrangera. Le notaire trouvera bien une solution à balayer Sandrine. Je ne partirai pas. Alors Pascal a explosé. Il a attrapé mon bras si fort que j'ai cru qu'il allait le casser. « Écoute-moi bien la vieille. Tu vas y aller à ta résidence, de gré ou de force. Si tu refuses, c'est simple, j'appelle les services sociaux. Je leur dis que tu perds la tête, que tu deviens sénile. » Il m'a secoué. « T'imagines que t'as gagné au loto, non. T'inventes des histoires. C'est la preuve que tu n'as plus toute ta tête. Ils te placeront d'office et nous, on aura la paix. » La menace de me faire passer pour folle. J'ai regardé mon fils, cet étranger.
L'argent l'avait rendu fou, lui. Il était devenu un monstre. J'ai compris que j'avais perdu. Je n'avais aucune force contre lui. Le lendemain, il a pris la vieille valise de Robert dans le grenier. Il l'a jetée sur mon lit pliant. « Prépare tes affaires. On t'emmène vendredi. » Je n'ai rien dit. J'ai pleuré en silence. J'ai quitté la maison que Robert et moi avions bâtie de nos mains. Pascal ne m'a même pas regardé. Sandrine fumait une cigarette sur le perron. La résidence Les Glycines. C'était propre, oui. Ça sentait l'eau de Javel et la soupe aux poireaux. J'avais une petite chambre avec une sonnette au-dessus du lit, au cas où. Je passais mes journées assise sur une chaise à regarder par la fenêtre un parking. J'étais morte de l'intérieur. Pascal et Sandrine ne venaient jamais me voir. J'étais seule. J'avais tout perdu. Mon fils, ma maison, ma dignité. J'y suis restée 3 semaines. 3 semaines d'un brouillard de chagrin. Et puis un après-midi, j'ai eu de la visite. Madame Blanc, ma voisine. Une brave femme, Françoise. Mais qu'est-ce que vous faites ? Là, je vous croyais partie en vacances. Je lui ai tout raconté. L'argent, la menace, l'humiliation. Elle était horrifiée. Mais ce sont des monstres, s'est-elle exclamée. Et ce n'est pas tout, Françoise. Ils ont mis la maison en vente, c'est vrai. Il y a une agence qui fait des visites tous les jours. Ils ont l'air très pressés. Ils ont dit à l'agent immobilier que vous étiez parti en maison de retraite de votre plein gré et que vous étiez d'accord pour vendre. Une colère froide, une colère que je n'avais jamais ressentie de ma vie, a commencé à monter en moi. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. J'ai réfléchi. Toute la nuit. Sandrine m'avait dit « Prouve-le la vieille, t'as un reçu. » Un reçu. Mon Dieu, le reçu. Je me suis souvenue. Quand j'allais au tabac, Monsieur Mercier me donnait toujours le ticket de jeu et le petit reçu de carte bleue ou le reçu de validation de la machine. Et moi, méticuleuse comme je suis depuis mes années aux archives, je ne jetais jamais rien. Je mettais tous ces petits papiers dans ma vieille boîte en fer. La boîte à biscuits où je rangeais mon nécessaire de couture dans le buffet du salon. Cette boîte, ils l'avaient sûrement jetée. Non. Quand ils m'ont déménagé, ils m'ont laissé prendre quelques affaires personnelles. J'avais demandé ma boîte à couture. Sandrine avait grogné « Prends-la ta vieille ferraille » et l'avait fourrée dans mon sac. J'ai rampé jusqu'à mon armoire. La boîte était là. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à ouvrir le couvercle. Des aiguilles et du fil des boutons, et en dessous, un paquet de petits papiers froissés, des reçus de carte bleue, des tickets de caisse. Et puis je l'ai vu, le reçu du tabac-presse de la rue de la Paix, la date, l'heure, et la combinaison. Les numéros y étaient imprimés. C'était le double de validation de la machine, la preuve que j'avais bien joué ces numéros-là ce jour-là. J'ai pleuré, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. Le lendemain matin, j'ai appelé un taxi. Je ne suis pas allée à la gendarmerie, pas tout de suite. Je suis allée voir Maître Corbin, le vieux notaire qui s'était occupé de la succession de Robert. C'est un homme juste et il déteste les histoires malhonnêtes. Je me suis assise dans son bureau qui sentait le cuir et le papier ancien. Je lui ai tout exposé. Le loto, le relevé de banque que j'avais vu, la menace de me faire interner, la vente de la maison, et je lui ai montré le reçu. Maître Corbin a ajusté ses lunettes. Il a regardé le petit papier, puis m'a regardé. Françoise, a-t-il dit d'une voix grave, « Ce que vous me décrivez s'appelle un abus de faiblesse aggravé par un vol. C'est un délit pénal.
Il vend ma maison maître, j'ai dit. Comment peut-il faire? J'ai l'usufruit. Justement, a-t-il dit en consultant ses dossiers. La maison vous appartient en pleine propriété pour 50%, et vous avez l'usufruit sur les 50% de votre mari. Pascal n'a que la nue propriété de cette moitié. Il ne peut absolument rien vendre sans votre signature. Il essaie de vous frauder une seconde fois. J'ai compris. Il comptait venir me voir à la résidence, me mettre une pile de documents sous le nez, en disant « C'est pour votre dossier » et me faire signer le compromis de vente. Maître, j'ai dit, sentant une force nouvelle en moi. Je veux changer mon testament. Tout de suite. Vous voulez déshériter votre fils? Non, j'ai répondu. La loi m'en empêche. Il aura sa réserve. Je ne suis pas un monstre, moi. Mais la quotité disponible. Tout ce que la loi me permet de donner. Je veux la léguer. À qui, Françoise? Aux petits frères des pauvres. Une association qui aide les personnes âgées seules. Qui ne les jette pas à la rue pour de l'argent. Maître Corbin a eu un léger sourire. Très bien. Mettons-nous au travail. 2 jours plus tard, ils sont venus. Pascal et Sandrine. Ils sont entrés dans ma petite chambre à la résidence sans frapper. Ils étaient habillés de neuf, ils sentaient le parfum cher. « Bonjour, maman », a dit Pascal tout sourire. « On a les papiers pour la résidence. Juste une formalité. Faut que tu signes là et là. » Il a posé un dossier épais sur la tablette devant moi. J'ai lu l'entête, compromis de vente. J'ai levé les yeux vers lui. Non, Pascal. Son sourire s'est figé. Quoi non? Allez, signe. On est pressé. Non, je ne signerai pas. Je ne vends pas ma maison. Sandrine a sifflé entre ses dents. Elle recommence son cinéma. Et j'ai continué en sortant le petit reçu de l'auto de la poche de mon gilet. J'ai retrouvé ça. Mon reçu. Je l'ai montré à maître Corbin. Pascal est devenu livide, d'un seul coup. Le notaire a trouvé ça très intéressant, j'ai poursuivi d'une voix calme. Il a aussi dit que le virement de la Française des Jeux, arrivé sur ton compte juste après, était une preuve suffisante. Ça s'appelle abus de faiblesse et vol. Tu m'as menti, tu m'as menacé et tu m'as volé. Sandrine a essayé de m'arracher le papier des mains. Donne-moi ça, vieille folle. J'ai retiré ma main. Ne me touchez pas. La plainte est prête chez maître Corban. Si l'intégralité des 680 000 € plus les intérêts n'est pas sur mon compte. Avant vendredi soir, il dépose la plainte à la gendarmerie. Tu n'oserais pas, à balbutier Pascal. Je suis ton fils. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu m'as traité de vieille chose et que tu m'as volé. Il m'a regardé. Il a vu dans mes yeux que je ne céderais pas. Il a vu la prison. Il a vu la honte à Laval, où tout le monde se connaît. Il a vu sa belle villa, sa grosse voiture s'envoler. Il n'a rien dit. Il a attrapé Sandrine par le bras et ils sont partis. Le virement est arrivé le jeudi, l'intégralité. Maître Corbin s'en est personnellement assuré. Moi, j'ai fait mes valises. J'ai quitté les Glycines le jour même. Je suis rentrée chez moi dans mon pavillon. Il sentait la cigarette froide et le champagne éventé. Madame Blanc m'a aidé à tout nettoyer, à tout aérer. J'ai fait changer les serrures le lendemain. De Pascal et Sandrine, je n'ai plus eu de nouvelles pendant des mois. J'ai appris par Madame Blanc qu'ils avaient dû vendre la grosse voiture. Ils avaient dû annuler l'achat de leur villa. L'argent du loto était reparti aussi vite qu'il était arrivé. Ils ont quitté Laval, je crois. J'ai reçu un appel il y a 2 mois, un numéro que je ne connaissais pas, c'était lui. Maman, c'est Pascal. On n'a plus rien. Sandrine m'a quittée.
Sa voix était plate. J'ai eu un silence. C'est dommage, Pascal, j'ai répondu. Moi, il me reste ma maison et ma dignité. J'ai raccroché. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je suis seule dans ma maison, mais je ne me sens plus seule. J'ai fait réparer le toit. J'ai une chaudière neuve. L'argent dort à la banque. Je n'y touche pas. Je n'en ai pas besoin. J'ai gardé mon Nouveau Testament. Mon fils aura la part que la loi lui réserve, je ne peux pas lui enlever. Mais tout le reste ira à ceux qui aident les vieux, les seuls, les abandonnés. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'argent, surtout quand il est mal acquis, révèle la pauvreté du cœur. Et ça, c'est la seule misère dont on ne guérit jamais.